Des images importantes aujourd'hui avec cette journée très particulière de Vladimir Poutine qui a commencé tôt ce matin à Saint-Pétersbourg. Discussion, vous le voyez, en ce moment avec le gouverneur de la ville. Quelques minutes plus tôt, il était en train de visiter une usine de fabrication de matériel d'armement. Et peu avant, il s'adressait aux habitants de Saint-Pétersbourg et il se dit qu'il pourrait prendre la parole en tout début d'après-midi dans les minutes qui suivent pour s'adresser à la nation. Discours guerrier de Poutine ces derniers jours, encore ce matin puisque le président russe dit que de toute façon, ils vont gagner. Et puis, surprise, Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères qui présentait ses vœux, drôles de vœux, solution finale. Les mots sont lâchés et il dit que les Américains, ils sont pour quelque chose. Écoutez. Maintenant, les États-Unis ont formé une coalition avec presque tous les Européens qui font partie de l'OTAN, et pas seulement, mais également avec les membres de l'Union européenne. Et par le biais de l'Ukraine, les États-Unis veulent mener une guerre contre notre pays, avec exactement le même objectif, celui de la solution finale à la question russe. Tout comme Hitler voulait une solution finale à la question juive. Maintenant, si vous écoutez les politiciens occidentaux, pas seulement des Baltes ou des Polonais, mais aussi ceux qui sont beaucoup plus sains d'esprit, ils disent unanimement que la Russie doit subir une défaite stratégique. Dans certaines publications, les politologues disent qu'il est nécessaire de décoloniser la Russie. Conférence de presse de début d'année de Sergueï Lavrov et les mots sont forts, Magali. La solution finale et il met en cause les Américains. Les mots sont en effet extrêmement forts. La solution finale contre la Russie, voilà donc ce que prépareraient les États-Unis pour éradiquer définitivement la question russe, d'après Lavrov. Donc en fait, si on traduit, c'est les Occidentaux et les Américains sont en train d'organiser une coalition, de mettre en place une coalition pour donc éradiquer le peuple russe. C'est le génocide du peuple russe, finalement, que dénonce Sergueï Lavrov avec des mots... ça, effectivement, le génocide contre le peuple juif. Donc. Avec des mots qui sont, c'est vrai, d'une violence. On sent un palier dans l'escalade qui a été franchi. Il explique à Sergueï Lavrov que tout comme Napoléon avait mené les pays européens vers la Russie pour éradiquer, là aussi, pour en venir à bout de l'Empire russe, tout comme Hitler a conquis une partie de l'Europe et dressé les peuples européens contre l'Union soviétique, eh bien, les Américains seraient en ce moment donc en train d'organiser et de mettre en place cette même coalition. Bon, c'est un discours extrêmement violent, c'est un discours qui vise à mobiliser l'opinion publique russe, qui prépare manifestement une nouvelle... ça prépare quelque chose. Un affrontement entre la Russie et l'OTAN, parce qu'en fait, c'est ça qu'on entend d'ailleurs à longueur de temps sur la télévision russe, c'est-à-dire que finalement, derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN, donc la Russie est en train d'affronter l'Alliance Atlantique. Et derrière l'Alliance Atlantique, il y a d'abord et avant tout les États-Unis qui restent évidemment l'ennemi numéro un des Russes. Et puis, ça montre quand même une certaine, moi je trouve, fébrilité du régime, parce que quand on en vient à utiliser ce genre de discours, ça montre que quand même, on s'inquiète de ce qui va aussi se passer, que manifestement ces nouvelles livraisons d'armes qui se mettent en place côté occidental pour aider les Ukrainiens à faire la différence sur le terrain. Je pense aux chars lourds, évidemment, et à la réunion de la fin de semaine sur la base américaine allemande de Ramstein. Bon, tout ça est en train manifestement quand même d'inquiéter le régime russe, qui, encore une fois, a un discours de plus en plus guerrier et qui est en train de mobiliser son opinion publique.
manifestement, on n'est plus en opération spéciale. Quand on entend ces mots, on rentre dans un autre stade et dans une. C'est ce qui est à craindre dans peut-être, je ne sais pas, cette allocution, ce discours dont on nous a parlé, dont on vous parle d'ailleurs de Poutine devant les Russes. C'est peut-être qu'on change tout simplement d'opération spéciale, on passe à guerre. Oui, Guillaume Lagarde, il pourrait prononcer ce mot guerre. En tout cas, il se passe des choses. Est-ce qu'il faut justement s'en méfier? Escalade verbale, fébrilité, ou alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, il se passe toujours des choses. Chaque semaine, on a des annonces de plus en plus radicales. Non, mais je veux dire, la semaine dernière, vous aviez des Russes qui devisaient à la télévision sur la nécessité d'atomiser la France ou l'Angleterre, ou les deux, ou l'un. Ce qui est gênant, c'est qu'on a Poutine ce matin, Lavrov. Voilà. On est plus sur les incontestablement. Non, mais là où je vous rejoins, c'est que incontestablement, on a quand même une espèce de montée en puissance du discours. Et comme parallèlement, les signaux faibles s'accumulent sur une possible mobilisation, une possible offensive, on sent quand même que le pouvoir russe est tenté par la fuite en avant. Et comme l'a dit Magali, je pense qu'il voit aussi la réalité. C'est-à-dire que même si les chars ne sont pas encore là, on a quand même franchi un pas. Avec des chars lourds, alors combien 15, 20, 100, 200, 300, il va y avoir une différence qui sera faite sur le terrain. Donc s'ils sont vraiment dans la logique de gagner, et je crois que ça reste quand même leur objectif, il faut faire quelque chose. Quoi ? Peut-être lever de nouvelles masses de soldats, d'effectifs. Donc on a parlé des 300 000 qui vont rentrer vraiment sur le terrain, des 500 000 qui viendront peut-être demain. Je rappelle quand même que la Russie elle a une capacité de mobilisation encore supérieure. Elle peut monter jusqu'à 1,5 million de soldats. Donc elle a des capacités pour agir. Et puis il y a la possible entrée en guerre de la Biélorussie. Dans ce contexte de livraison, ça aurait un vrai sens aussi, puisqu'on sait que c'est là c'est par le nord-ouest de l'Ukraine que passent les livraisons, donc ça aurait effectivement il y aurait une logique. Maintenant, pour revenir sur le discours de Lavrov, qui est un très proche de Poutine, un fidèle parmi les fidèles, à plusieurs reprises il a voulu partir, et Poutine l'a retenu, il a dit non, tu restes à ton poste. Bon, on retrouve dans son discours finalement une constante c'est pour ça que je disais il y a une nouveauté sans que c'en soit vraiment une. L'idée que la Russie est le meilleur rempart contre le nazisme, elle existait avant même le début de la guerre en Ukraine. Depuis une vingtaine d'années, la Russie a reconstruit le passé. Même Poutine, rappelez-vous, l'année dernière, il a publié, avant l'invasion, il a publié un article d'histoire sur l'Ukraine où il revenait notamment sur les accords germano-soviétiques. Et où il disait, Staline finalement a eu raison de signer ces accords germano-soviétiques. Ça s'appelait de l'égalité des Russes et du peuple ukrainien. Voilà, exactement. C'est incroyable. C'était pour dire, s'il ne l'avait pas fait, les Allemands nous auraient attaqués plus tôt, donc c'était pour protéger le peuple russe. C'est le pays où on parle de ce pacte à partir de 1941, mais jamais avant. Voilà. Je veux dire, il y a une reconstitution permanente de l'histoire. La Russie est toujours dans le camp du bien. En face, il n'y a que des nazis. Et finalement... même si ça paraît un petit peu difficile à comprendre pour nous Français, ils voient en fait les Américains comme les meilleurs alliés des nazis ukrainiens. Finalement, une espèce de bloc de l'Ouest qui, quelle que soit sa forme, est toujours hostile à la Russie. Et donc là, c'est vrai qu'on est évidemment surpris. Si on se rappelle la chronologie, c'est quand même la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est pas l'Ukraine qui a attaqué la Russie, ni les Occidentaux. Et puis, on est aussi frappé par la violence du propos, parce que la solution finale, il y a quand même... M. Lavrov est très intelligent, donc il sait qu'en prononçant ces mots, il agite quand même il utilise un terme qui est extrêmement choquant pour les opinions occidentales, et même d'ailleurs dans les rapports qu'il peut avoir avec certains pays qui, pour l'instant, n'ont pas trop bougé, comme Israël. Comment Israël va accepter... l'usage de ce mot. Ce parallèle. Voilà, ce parallèle. Et puis, c'est une manière quand même un peu aussi de réduire la spécificité de la solution finale à quelque chose une utilisation très polémique. Général, oui. Et après Bogdana. Général, comment vous percevez ce discours de Lavrov ? Non, je crois qu'on est dans la recomposition de la stratégie russe, qui a commencé depuis 2 mois par une stratégie de communication où on a vu Vladimir Poutine de plus en plus présent, un peu son ministre aussi, avec une présence physique finalement qu'on n'avait pas depuis des mois. Ensuite, on a une économie de guerre que l'on voit par les différents reportages depuis quelques semaines. On voit du nouveau matériel sortir, à la fois, alors pas du matériel forcément très opérationnel sur le théâtre ukrainien, mais pour montrer que la Russie est toujours une grande puissance, y compris nucléaire. Vous avez ce discours-là qui reprend quand même des thématiques, il faut quand même le rappeler, ukrainiennes. Parce que le génocide, c'est bien le mot qui a été utilisé par les Ukrainiens au début de cette guerre. Donc finalement, il y a une réponse en termes de communication en mettant les parallèles. Et je dirais c'est aussi une réponse aux arguments sortis par l'Ukraine. Voilà, on inverse. Et puis je crois aussi, c'est montrer à tout le monde finalement que la guerre va continuer. On a bien l'ambition de gagner, mais c'est pareil, c'est le même discours que Zelensky. Zelensky dit qu'il va gagner. Donc de part et d'autre, on dit qu'on va gagner. Et donc on a la mise en œuvre d'une stratégie. Et puis on peut oublier au niveau militaire,
quand même les changements de chef. Gerasimov, chef d'état-major des armées, qui reprend le commandement total. Là, depuis 2-3 jours, c'est vrai qu'on parle un peu moins de Wagner. Mais enfin bon, Wagner est encore là, mais c'est quand même fait partie de l'armée russe indirectement. Donc on a une recomposition. Et je n'oublierai pas toutes ces annonces sur l'attaque par le Nord, les offensives. Tout est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ça va éclater? Oui, sans aucun doute. Parce que ce que vous avez très justement souligné, c'est que comme le matériel occidental va arriver à un moment ou un autre, il y a une opportunité pour la Russie de rassembler ses moyens, d'essayer de gagner dans les 3 à 4 mois qui viennent et peut-être, imposer la paix. Pardon, général, peut-être de rassembler son peuple, parce que si Poutine s'adresse aux Russes, c'est aussi peut-être... Pour ça, je vous laisse la parole, mais je voudrais que vous réagissiez aux propos tenus par Lavrov. Je voulais aussi... peut-être à l'idée du 16 au 20... là, janvier, il y a un forum économique à Davos qui a lieu et il y a un retournement des propos de Kissinger qui, au début, pendant la conférence précédente, disait qu'il faut éviter l'escalade, donc et l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. Là, il avait dit que je reviens sur mes mots et je soutiens l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il craignait le plus, mais vu qu'on a atteint déjà un summum en fait de concentration de ce qui se passe au niveau militaire avec des déclarations d'un côté et de l'autre. On se souvient aussi des Zaloujny, notre chef d'état-major, qui avait dit à la fin de décembre qu'il y aura peut-être de nouvelles tentatives de la Russie de venir attaquer Kiev. Donc effectivement, tous les discours s'amplifient, mais est-ce qu'on va vraiment avoir... est-ce qu'il y a un point de retour? Non, il n'y en a pas. Donc, certainement, les 15 chars ne vont pas changer quelque chose, mais à partir de 300... comme alors, on va en parler, ça tombe très bien. On va en parler de ces 300 chars, peut-être plus, et du problème allemand. Parce qu'il y en a un, mais je vous laisse finir d'abord. Juste pour rebondir, et c'est pas du tout pour me faire l'avocat de Lavrov, mais bon, la solution finale, le terme, il est évidemment extrêmement choquant. Après, ce qu'il décrit, c'est pas non plus complètement fou. Quand il dit qu'une bonne partie des Polonais, des Baltes, des Américains veulent que la Russie ait une défaite stratégique, je veux dire, c'est vrai. Quand il dit que les Américains ont créé une coalition européenne pour soutenir l'Ukraine, c'est vrai. Et quand il dit que tous ces gens-là, finalement, voudraient que la Russie prenne une bonne leçon en Ukraine, c'est pas non plus complètement faux. Donc après, évidemment, personne n'a voulu génocider, massacrer le peuple russe, et personne en particulier n'a obligé les Russes à faire ce qu'ils font. Mais je veux dire, il y a quand même une réalité. Le problème pour les Russes, c'est ce que disait aussi Poutine, c'est-à-dire que quand on réinvente l'histoire ou quand on réinterprète l'histoire, si on ne part pas de la base, c'est-à-dire que ce sont les Russes qui ont envahi l'Ukraine, on peut tout à fait interpréter les propos, que ce soit de Poutine, Lavrov ou consorts. Je vais rajouter qu'en plus en fait, de tout ce que vous avez dit, on veut même la dissolution en fait, de la Russie en plusieurs parties. Donc ça, ce que M. Lavrov n'a pas mentionné. C'était une blague. On va parler des chars. Il y avait même une carte dans le bureau du chef d'état-major ukrainien. Qui était une blague d'ailleurs. C'était une plaisanterie, mais c'est vrai que ça avait été repris par la propagande russe pour dire, voilà, vous voyez bien, la preuve qu'ils sont en train de vouloir détruire le pays. Mais il y a déjà des territoires qui ont commencé en fait, le processus de disparition en fait, de la Russie. Alors, ça, il faudra ce qui est exact, c'est que si ça se passait mal pour la Russie, beaucoup de spécialistes de la Russie, d'ailleurs, nous disent que, de toute façon, la Russie en tant que telle éclaterait et que certaines républiques prendraient leur indépendance. Bon, promis, on vous a dit qu'on parlait de chars, qu'on parlait de l'Allemagne, qu'on parlait de la réaction, justement, des Américains et des Européens. Anne, c'est à vous. Combien de temps Olaf Scholz va pouvoir résister? C'est vrai qu'on se la pose, cette question. Le chancelier allemand doit en effet faire face à une pression accrue, vous le savez, de plusieurs dirigeants européens, mais pas que, afin d'autoriser la livraison de chars Léopard 2 fabriqués par l'Allemagne. Premier pas hier, sans courage ni panache. Berlin réclame en effet une décision collective, alors que de leur côté, la Finlande, la Pologne et la Lituanie se déclarent prêts à livrer ces fameux blindés, donnant au passage, vous allez l'entendre, une leçon de courage à l'Allemagne. La Pologne est très désireuse de fournir des chars Léopard, tout comme la Finlande. Mais cela dépend des décisions du gouvernement allemand, à savoir si les Allemands fournissent leurs propres chars Léopard ou s'ils donnent l'autorisation aux autres de le faire. J'invite mes collègues allemands à le faire de même. Ces chars ne sont pas offensifs lorsqu'ils sont utilisés à des fins défensives. J'aime jouer aux échecs. Vous devez déplacer une pièce et les autres suivront. Quelqu'un doit prendre les devants et prendre la décision de soutenir l'Ukraine, car les chars deviennent un élément clé de cette guerre.
Nous avons pris la décision de contribuer à cette coalition. La première livraison de chars, une compagnie de chars Léopard, qui, je l'espère, avec d'autres Léopards et d'autres compagnies de chars qui seront envoyées par d'autres pays, voyagera par différentes routes vers l'Ukraine. Voilà la réaction. Elles n'ont pas tardé quand même. Et, qu'on le veuille ou non, il y a quand même un problème allemand. On attend d'ailleurs une déclaration d'Olaf Scholz. On attend une déclaration d'Olaf Scholz cet après-midi parce qu'il est à Davos. Avant donc cette réunion vendredi sur la base américaine qui se trouve en Allemagne à Ramstein, où justement tous les états-majors des pays qui soutiennent militairement l'Ukraine vont se réunir pour essayer de voir ce qu'on peut faire de plus pour aider l'Ukraine, avec évidemment en haut de l'agenda cette question des livraisons de chars lourds. Et si Scholz, le chancelier allemand, est vraiment au centre de toutes les préoccupations des Européens, c'est qu'il faut, pour pouvoir livrer les chars Léopard 2 qui sont de fabrication allemande, il faut que l'Allemagne donne à la Pologne, à la Finlande, à tous ces États qui voudraient les livrer, il faut l'accord pour pouvoir exporter et pour que ces pays-là puissent donner ces chars à l'Ukraine. Et on voit à quel point il y a une pression en effet maximale qui est mise sur Scholz, notamment de la part des Britanniques, pour essayer de mettre un peu plus la pression. Ils ont annoncé la livraison de quelques les chars Américains aussi s'y sont mis. Les Américains, eux, ils ont des Abrams, mais pour le moment, il n'est pas question d'en livrer. Mais les Ukrainiens, eux, réclament à corps et à cri ces chars, justement, pour essayer de faire la différence sur le terrain. Zaloujny dit il me faut au moins 300 chars. Et c'est vrai que l'avantage des chars allemands, c'est qu'il y en a beaucoup sur le territoire européen. Il y en a 2000 qui ont été vendus, exportés, et que ça permettrait aux pays qui veulent en fournir à l'Ukraine de fournir un certain nombre de chars qui seraient du même modèle. Donc tout ça permettrait d'avoir une homogénéité quand même sur le champ de bataille. Ce serait plus facile pour la maintenance, pour la formation des équipes, pour les utiliser, pour essayer de réussir une percée. On continue de parler bien sûr de ces chars. Vous disiez que les Ukrainiens réclament à corps et à cri 300 blindés pour pouvoir faire face aux Russes et notamment à une éventuelle offensive. Vous allez voir qu'il y a le politique, il y a le militaire, mais il y a également l'art de la communication, de faire passer les messages. Ça vient de ce matin et ça s'adresse aux Allemands d'ailleurs, entre autres. Général, on va s'adresser à l'ancien tankiste. Beau clip. Très beau clip. Bon. Maintenant, c'est vrai que je comprends les Ukrainiens, et puis je vais peut-être rappeler que l'Allemagne, 4e exportateur mondial d'armement, pays très pacifiste, mais qui vend des armes pour tuer, et qui a un état d'âme aujourd'hui pour permettre à ces chars d'être livrés finalement aux Ukrainiens. C'est un peu le paradoxe allemand. Et Olaf Scholz, hier, a dit soit on y va, mais on y va ensemble, en fait. C'était ça le sens de son message. J'ai bien senti tout à l'heure, d'après ce qui a été dit, qu'il y avait un parapluie qui se mettait du côté allemand pour surtout pas qu'on l'accuse d'être belliciste, finalement. C'est très allemand. Voilà. Je rappelle quand même qu'il y a 900 soldats allemands qui ont refusé de servir la semaine dernière dans le cadre de la force de réaction rapide, si je ne me trompe pas, de l'OTAN, parce qu'ils ont le droit de le faire.
Voilà, donc il y a quand même un grave problème au niveau de l'Allemagne. Bon, maintenant, les chars sont nécessaires. Alors, c'est intéressant de voir ces 300 chars demandés, c'est-à-dire beaucoup plus que l'armée française, en termes de chars lourds, beaucoup plus que l'armée britannique. Voilà. Donc maintenant, ces chars, ils sont disponibles, il suffit de les transférer, et puis après, il va bien falloir les intégrer. Mais on est toujours dans cette notion de vulnérabilité temporaire de l'Ukraine, que je vous ai évoquée tout à l'heure, qui favoriserait l'attaque russe si elle se montait. Parce qu'il va quand même falloir former ces équipages. Et encore, à la limite, former les équipages, c'est pas... C'est long ou pas? Comment? C'est long ou pas? Et l'avantage d'avoir un seul et unique char, une forme de monotypie, c'est beaucoup plus pratique techniquement sur le terrain. Alors d'abord, pour la formation, oui. Ensuite, pour la logistique, oui. Et la maintenance en termes, c'est-à-dire les chars, ça s'use sur le terrain, hein, ça s'abîme, donc il faut l'entretenir beaucoup. Il y a l'électronique aussi. Alors là, peut-être, je ne connais pas trop l'électronique aujourd'hui du Léopard 2, mais il va bien falloir des spécialistes parce que les chars modernes sont très compliqués aujourd'hui. Ce n'est plus comme avant, comme dans le clip, à la limite, où le pilote descendait de son char quand il avait une panne et puis il dépannait. C'est fini ce temps-là. Hein. Il faut venir les gens de l'arrière pour qu'ils prennent le char en charge. Voilà. Donc, mais ça doit quand même être possible, parce que là, les Américains communiquent aujourd'hui justement sur ces Ukrainiens qui travaillent rapidement, qui comprennent rapidement, Dixit, le Pentagone, sur ceux qui sont partis pour pouvoir s'entraîner au maniement, notamment des patriotes. Donc voilà, si la volonté y est, le matériel, c'est compliqué de l'envoyer sur le terrain, c'est compliqué de réquisitionner 300 chars et de les envoyer. Théoriquement, non. Vous remarquez quand même que ceux qui proposent leurs chars aujourd'hui sont ceux qui sont pratiquement à la frontière. Donc déjà, ça peut aller si vite. Ensuite, c'est comme des chars de 60 tonnes. Des chars de 60 tonnes ne prendront pas la route. Ils vont y aller par train ou par porte-chars, ce qui quand même donne une certaine vulnérabilité. Et puis je vois comme ça, on parle des chars américains, mais j'ai bien lu qu'au début du mois de janvier, donc le 9 janvier, les Polonais viennent d'acheter quand même 116 chars Abrams qui vont être livrés. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'Abrams en Ukraine, mais quand même les Polonais en achètent, en plus de ce qu'ils ont reçu des chars coréens. C'était une technique dès le départ, hein. C'est-à-dire que notamment dans les premiers jours du conflit, c'est-à-dire le matériel qui était présent était fourni aux Ukrainiens et les Américains se chargeaient de le remplacer. Donc, est-ce à vous entendre que les chars Abrams qui pourraient être livrés, quand vous faites comme ça veut dire à la Pologne, pourraient se retrouver en Ukraine? Sait-on jamais, mais le problème se posera de la même manière que pour les Allemands, sauf que je pense que les Américains sont un peu plus déterminés dans ce qu'ils font. Donc je pense que s'il y avait une autorisation à donner, ils la donneraient. Voilà, sans aucun problème. La différence, justement, de ces Allemands qui ont des états d'âme, mais bon, ils ont été décérébrés depuis 1945, c'est normal. La notion de guerre leur échappe complètement. Ils sont devenus pacifistes, hein, ne l'oublions pas. Hein, n'oublions pas 1983, 1985. Oui, les chars sont à l'est. Enfin non, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. C'est ce que disait Mitterrand en parlant un petit peu de l'Allemagne quand il est venu au Bundestag. Rappelez quand même qu'il y avait une menace soviétique à l'époque et que les Allemands ne voulaient pas. Après, pour les populations allemandes, le traumatisme de la guerre reste et demeure. Et alors, vous disiez quelque chose d'intéressant. Anne aussi, parce que vous connaissez bien le pays, c'est que cette décision, de toute façon, doit passer par le Parlement, par le Bundestag, c'est ça. Oui, c'est pas une décision que politique. Non, c'est pas une décision que politique, et on sent que ça a été aussi très difficile au niveau de la coalition. Bon, les écolos ont dit oui pour une fois, mais les Verts et les libéraux sont... Ce n'était pas dans le contrat initial de la coalition, puisque par définition, en Allemagne, on négocie tout au départ et ensuite on applique. Et là, bon, évidemment, la décision, elle ne pouvait pas être négociée au départ, parce qu'on ne savait pas que la guerre allait éclater. Et en plus, il y a une opinion publique qui est très partagée. C'est-à-dire que les derniers sondages ZDF, 42% des Allemands... pour la livraison, 46% contre. Hein. Donc, moi, je voudrais juste rappeler une anecdote. C'est le chancelier Helmut Schmidt, qui a été, vous vous rappelez, le contemporain de Valéry Giscard d'Estaing. Il disait « Je connais bien les chars. Un char allemand vaut 3 chars russes. Je le sais, j'étais dedans. » Alors, pourquoi il disait ça? Parce qu'effectivement, il avait combattu sur le front de l'Est. Et je veux dire, cette anecdote, elle dit beaucoup de choses. Elle nous rappelle quand même qu'un des enjeux pour l'opinion publique allemande, c'est de retrouver des chars allemands sur le sol ukrainien. Alors certes, pour un combat qui est juste, légal, etc., mais quand même, le parallèle historique, il est quand même extrêmement fort. Ça renvoie les Allemands à l'effort de guerre qu'ils ont accompli. Mais sachant que ces chars, à l'origine, ont été créés pour lutter contre les chars russes, en plus. Absolument. Ce dont on parle. Hein, donc, soviétique, pardon. Voilà, soviétique. Tant qu'on parle des chars, on peut parler des obus. Parce que c'est là où on retrouve véritablement que ce sont les obus qu'on devra avoir de plus en plus. Parce que c'est bien d'avoir les chars, mais il faut tirer avec quelque chose. Oui, c'est toujours mieux, sachant que le ministère de la Défense a dit, enfin, un peu révélé les chiffres en disant que les Russes, ils sont en train de mettre de 15 000 jusqu'à 20 000 par jour
d'obus, alors que l'Ukraine, au mieux, elle réplique avec 5 000. Donc c'est sûr en fait que... 15 à 20 000 obus tirés par les Russes sur les différents terrains d'opération sur l'ensemble en fait, de 2800 en fait, kilomètres de la longueur du front, alors que l'Ukraine réplique avec une quantité beaucoup moindre. Donc c'est aussi la question des obus et des choix que les Ukrainiens parfois ils font sur le front. Où est-ce qu'on doit tirer? Quel sera le meilleur but? Quelle sera la meilleure manœuvre? Donc ils calculent absolument tout et pour pallier en fait un manque d'obus, ils utilisent leurs propres moyens avec des drones, etc. Sachant qu'un char c'est à peu près 2 millions et on investit en développement des drones de différentes tailles pour justement pallier un manque d'armement. Parce que les États européens ne sont pas prêts à une bataille de telle intensité. Donc il faut les moyens et les efforts de chaque pays européen occidental pour vaincre cette guerre. Alors, on vous laisse la parole générale, mais Sylvie a quelque chose à nous dire. Exactement, on va se poser la question avec vous, pourquoi l'Allemagne traîne des pieds? C'est vrai qu'il y a eu différents sons de communication, notamment le PDG de Rheinmetall qui disait dans un premier temps qu'il ne pouvait pas justement fournir ces fameux chars Léopard. Là, visiblement, c'est en train de changer, c'est ce que vous nous dites, Sylvia? Oui, effectivement. Et effectivement, c'était il y a quelques jours. C'était dans le Bild, le PDG du groupe d'armement Rheinmetall, qui fabrique donc les canons du Léopard, avait affirmé effectivement qu'il ne pourrait pas livrer des chars de combat supplémentaires avant 2024 au plus tôt. Le temps de procéder à leur réparation. On parle des Léopard 2 que l'Allemagne possède en stock. Elle en a 22, ainsi que du modèle précédent, Léopard 1. La réparation, elle est coûteuse, plusieurs centaines de millions d'euros. Or, le discours, vous l'avez dit, vient de changer. Si la commande est passée immédiatement, eh bien, la livraison sera possible dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre. C'est le Frankfurter Allgemeine qui l'a vérifié auprès de l'entreprise. L'entreprise qui refuse de préfinancer cette opération. Voici ce qu'elle dit. Nous avons besoin d'une décision aujourd'hui, déclare le PDG de Rheinmetall. Si tous les carnets de commandes étaient remplis, eh bien, un Léopard 2 pourrait être livré par semaine à partir du 3e trimestre, ce qui nous fait entre 10 et 15 léopards, explique l'entreprise. En plus de ces chars, eh bien, d'autres pourraient être envoyés, des léopards destinés à la Slovaquie ou encore à la République tchèque, qui doivent être livrés cette année. Ces pays doivent encore donner leur aval et eux seraient livrés dans ce cas-là en 2024. Mais ce n'est pas tout. Rheinmetall parle aussi de rénover les anciens modèles léopards, les A5 présents dans le parc. 80 sont en mesure d'être réparés et 20 d'entre eux pourraient déjà être prêts dans 8 mois. En tout cas, si la commande encore est passée aujourd'hui. Donc Sylvia, si je vous suis bien, il y a quand même des possibilités que ces chars soient livrés avant la fin de l'année. Oui, on va résumer. Regardons. Donc pour que les léopards allemands arrivent à Kiev cette année, eh bien, il faut passer commande tout de suite. 10 à 15 chars Léopard 2 arriveront cette année. Réparer les anciens modèles Léopard 1, 20 exemplaires disponibles dès cette année. Et réaffecter les 29, Slovaquie, République tchèque, prélevés sur les stocks des pays de l'OTAN. Mais là, effectivement, ça bloque au niveau fédéral. Il faut que l'Allemagne, elle accepte tout d'abord de livrer des chars à l'Ukraine. Il faut qu'elle accepte aussi que les pays de l'OTAN qui en disposent les livrent à Kiev. Et c'est possible uniquement si le fabricant dit oui, c'est-à-dire l'Allemagne. On sait que certains pays, la Pologne, l'Estonie, etc., ont déjà fait part de leur volonté de le faire, tout en sachant qu'il y a 2000 chars Léopard de divers modèles qui sont répartis entre 12 pays de l'OTAN, dont les pays limitrophes de l'Ukraine. Merci beaucoup, voilà, Sylvia. On a la solution. Général, c'est pas déjà trop tard quand je vois dès octobre et tout ça. Je me dis s'il y a une grosse offensive russe. Bon, les Allemands ont parfaitement compris qu'il y avait du business, puisque l'industrie d'armement va avoir ça gratuitement. Donc on va relancer les chaînes. Donc elle a effectivement un marché qui s'annonce. Et je reviens à ma remarque sur le 4e exportateur mondial d'armement, qu'est l'Allemagne. On va construire du char. Bien. Maintenant, effectivement, pour octobre, ça fait un peu loin quand même. Ça fait dans, en gros, je vais faire simple, 10 mois. Il va se passer des choses d'ici 10 mois. Donc il va peut-être falloir alimenter un petit accélérer peu la chaîne d'alimentation, enfin la chaîne de production. Et puis quand même, c'est quand même un message très fort. Et je rappellerai peut-être ce qu'a dit le président Macron, même vis-à-vis de nos industriels de l'armement. Il serait peut-être temps de produire plus vite l'armement. Mais d'un autre côté, on en revient à un problème financier qui paye. Donc il faut que les États payent la production d'armement pour livrer en Ukraine. Donc il y a un problème financier, pas seulement industriel. Aujourd'hui, ils sont privés. Ils ne peuvent pas donner de l'armement comme ça. C'est fini ce temps-là, il n'y a plus d'arsenaux. Et c'est pareil aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Donc c'est un marché. Merci. On se retrouve tout de suite, Monsieur Alexis.